Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission L'invité de la semaine, on a voulu faire un point sur l'intelligence artificielle, parce qu'on en a beaucoup parlé cette année. Et pour cela, on reçoit Jean-Marie Chauvet. Jean-Marie Chauvet, bonjour. Bonjour. Alors, en deux mots, hein, on va dire que l'intelligence artificielle, vous êtes né dedans quand vous étiez petit, un peu comme Obélix. Et d'ailleurs, puisque vous êtes un des trois cofondateur de Neuron Data, fin des années 80 aux États-Unis. À l'époque d'ailleurs, on parlait un peu d'intelligence artificielle, mais on parlait beaucoup de systèmes experts. Oui. Et donc, je dirais que la première question, c'est un peu un état des lieux. C'est vrai qu'en 2017, on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle. Tout d'un coup, ça fait 50 ans plus de 50 ans que ça existe, mais cette année a été une année particulièrement avec des rapports, avec des gens qui ont été nommés Monsieur Intelligence Artificielle, enfin beaucoup d'activités. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est, dans le cadre de cet état des lieux, c'est finalement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Est-ce que ce qu'il y a de nouveau, c'est, on a maintenant des machines beaucoup plus puissantes, on a des logiciels qui sont un peu adaptés au big data, donc Hadoop, MapReduce et compagnie. On a justement toutes ces données qui sont collectées par nos amis les GAFA en particulier, mais je dirais que en tant que discipline, est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été accomplis récemment de manière significative? Alors on pourrait dire, tout à fait pour aller dans votre sens, qu'on assiste à un renouveau quand même de l'intelligence artificielle, qui est un sujet au plan théorique comme discipline effectivement ancien. Les premières réunions d'intelligence artificielle académique datent de la fin des années 50, c'est pour vous dire, dans la mouvance des projets ARPA et DARPA. Donc ont un long historique dans le domaine de la recherche, et notamment de la recherche académique, sponsorisée ou financée par le complexe militaro-industriel américain. On en reparle beaucoup depuis quelques années, et je crois que c'est l'effet d'un alignement de 4 ou 5 facteurs déterminants qui permettent aujourd'hui de réaliser les applications dont on entend parler et dont on voit les résultats, et qui font parfois les grands titres de la presse. Je dirais que le premier facteur déterminant, c'est évidemment qu'il y a eu quelques avancées théoriques, bien que les premiers succès, les premiers résultats théoriques qui sont utilisés aujourd'hui pour réaliser les applications d'intelligence artificielle qu'on connaît datent du milieu des années 80. Hein. Les premiers algorithmes pour réseau de neurones datent de 1986, donc on a une théorie qui est relativement ancienne. Et il y a eu quelques percées théoriques dans le courant des années 90, et surtout depuis 2006, avec un renouveau d'intérêt pour ces architectures, la modélisation de ces architectures de réseaux artificiels. Qui est lié aux grandes entreprises Internet aussi? Alors l'intérêt, il est lié, je dirais qu'on a aujourd'hui, de ces grandes entreprises, il est lié au second facteur déterminant, qui est effectivement la montée en puissance de ce qu'on appelle le big data, hein, qui est en fait la croissance du volume de données engendrées et stockées par les activités successivement en ligne, qui ont été mises en ligne, et je parle des premiers sites web qui ont immédiatement commencé à créer un énorme volume de logs, de traces, de données, de traces de transactions qui étaient stockées régulièrement. Et puis ensuite le développement du mobile qui a entraîné, si vous voulez, le ramassage, le stockage, parfois à l'insu de leurs utilisateurs, de données massifs là aussi, avec une généralisation de l'emploi du mobile et du smartphone qui en quelques années était même plus rapide que l'adoption des services en ligne. L'utilisation du GPS dans nombre de ces applications mobiles permettent aujourd'hui aux grandes entreprises, et les pionnières de cette collecte massive sont évidemment ce qu'on appelle aujourd'hui les GAFA, les Google, les Amazon, les Microsoft finalement, qui a également tiré son épingle du jeu, étant plutôt un représentant de l'ancien modèle des éditeurs de logiciels, ou Facebook par exemple pour les réseaux sociaux, ont aujourd'hui collecté finalement des volumes, et des volumes croissants d'ailleurs de données, dont on ne voit pas de fin aujourd'hui à l'accélération au vu de la généralisation progressive et de la banalisation finalement de ces services en ligne, de l'utilisation de données géolocalisées et de l'utilisation de terminaux mobiles, ce qui va être multiplié, on en parlera peut-être tout à l'heure, pour passer à un cran supérieur avec la généralisation de l'Internet of Things, donc tous ces objets connectés.
qui sont aussi des gros générateurs de données. En tête, une remarque de Thierry Breton qui disait finalement collectez les données, puis même si vous ne savez pas ce que vous allez en faire, un jour vous saurez ce que... Alors il y a un peu de vrai, c'est d'ailleurs une espèce de slogan qu'on pourrait appliquer à la NSA aussi, qui collecte toutes les données sans nécessairement avoir un usage immédiat, sur le principe que toute donnée stockée sera bonne à étudier à un moment ou à un autre. Mais le deuxième point qui va tout à fait dans ce sens de cette remarque, c'est qu'effectivement, cet afflux massif de données a entraîné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui ce sont plutôt les GAFA et les grandes sociétés de la vallée ou des États-Unis qui sont les pionnières dans ces nouveaux développements, ont nécessité le développement et le déploiement rapide de systèmes à une échelle inconnue jusqu'à maintenant. Il a fallu créer de toutes pièces, finalement, des data centers capables de stocker ces volumes de données croissants. Il a fallu créer pratiquement de toutes pièces des systèmes d'exploitation capables de gérer une énorme quantité de machines dans ces data centers, puis de gérer une grande quantité de data centers répartis géographiquement aux quatre coins du monde. Tout ça a entraîné également de nombreuses recherches et de nombreux résultats dans le domaine de l'architecture des systèmes. Et aujourd'hui, une décennie après, on a ces entreprises-là qui sont lancées en pionnières, poussées par le besoin de traiter ces volumes de données, en interne, ont développé et déployé à l'échelle mondiale des architectures matérielles et logicielles extrêmement novatrices et qui sont celles sur lesquelles peuvent s'appuyer les progrès logiciels et les avancées théoriques dont je parlais tout à l'heure peuvent trouver une implémentation à l'échelle des volumes de données qui est stocké dans ces entreprises, dans ces dépôts de données. Alors, donc ça c'est un peu un état des lieux. Maintenant, je dirais que les défis à relever on a des applications, donc il y a des applications à mettre en œuvre par les entreprises, des applications stratégiques d'entreprise, il y a au niveau individuel, et puis il y a aussi de manière un peu plus systémique entre diverses parties prenantes. Donc, comment tout ça peut se mettre en œuvre et à quel rythme? Alors, je dirais qu'il y a déjà des applications, de l'intelligence artificielle dans de nombreux domaines spécifiques. Je dirais que les défis que pose l'intelligence artificielle aujourd'hui, compte tenu de cet état des lieux, sont des défis d'ailleurs qui portent plutôt sur comment faire évoluer ces architectures, systèmes et matériels et logiciels dont je parlais un instant, en fonction d'usages entre guillemets disciplinés ou d'usages raisonnés de ces grands volumes de données et de ces algorithmes qui en tirent la substantifique moelle, qui optimisent leur usage. Quelques exemples ou quelques grands domaines où il faut regarder de très près les développements qui sont réalisés. Il y a tout ce qui concerne les applications qui sont liées à des missions critiques, à des applications critiques. On pense à la santé, à la robotique médicale par exemple, la robotique chirurgicale. On n'est pas loin d'avoir des robots qui peuvent intervenir de manière tout à fait autonome. On pense aux voitures autonomes, donc tout ce qui est transport autonome, trafic, voitures individuelles, camions. On voit aujourd'hui des idées revenir sur avoir des trains de camions autonomes qui traversent le pays de long en large sans avoir de pilote autre que éventuellement quelqu'un en supervision, etc. Donc les applications critiques, et il ne faut pas s'y tromper, il y en a déjà dans le domaine bancaire et financier par exemple. Tout le trading haute fréquence, c'est déjà le fait d'une algorithmique issue des travaux de l'IA, optimisée dans un but particulier. Donc là, on a des architectures spécifiques et dédiées, logicielles, et qui engagent réellement une action dans le monde réel, qui font effectivement du trading financier. Aujourd'hui, on en est au stade où on se pose beaucoup de questions sur d'autres domaines. Autre exemple qui est évident, c'était les robots pour application militaire, donc les robots guerriers, les robots soldats. Faut-il les doter d'une espèce d'intelligence artificielle autonome? Faut-il les garder sous contrôle et avoir plutôt des systèmes qui ressembleraient ou seraient analogues à des drones? Bon, ce sont des questions qui sont importantes et qui sont des défis ouverts aujourd'hui, justement parce qu'ils deviennent possibles. Ce qui était inimaginable il y a 5 ou même 10 ans devient aujourd'hui quelque chose qui est du domaine du concret.
Alors, tout ça, ça pose des problèmes éthiques et des problèmes liés à l'emploi, mais on va peut-être pas les aborder aujourd'hui. On le sait, l'intelligence artificielle résout des problèmes très, très ciblés, très, très simples. Jouer au Go, par exemple, on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça, battre le champion du monde de Go, donc ça c'est fait. Mais est-ce que les avancées théoriques à venir, dont vous pouvez nous dire deux mots, est-ce que ça va permettre d'avoir une sorte d'intelligence artificielle généraliste, c'est-à-dire capable de résoudre des problèmes, je dirais, plus complexes et plus larges que ceux qu'elle était capable de faire jusqu'à présent? Je dirais que ça, c'était l'intelligence artificielle généraliste, c'était, je dirais, le but avoué, d'ailleurs, même pas inavoué, des toutes premières recherches en intelligence artificielle. Et je dirais qu'aujourd'hui, le problème ne se pose pas, enfin la question de ces défis et de comment y répondre, se pose pas exactement de cette façon. Il est clair que des applications, ce qu'on pourrait qualifier de verticales de l'intelligence artificielle, reconnaissance faciale, commande vocale, toutes les enceintes à commande vocale qui seront au pied des sapins de Noël cette année, intègrent des réseaux de neurones artificiels qui reconnaissent les phrases énoncées ou les ordres ou les consignes énoncées. Elles sont tout à fait d'ailleurs représentatives de ce qu'on sait très bien faire et des applications qu'on peut développer, ces applications verticales, comme le joueur de Go aujourd'hui. Néanmoins, il ne faut pas s'y tromper, je dirais la mécanique logicielle et l'infrastructure matérielle qui permet aujourd'hui de réaliser, de développer et de déployer dans le grand public, parce qu'aujourd'hui, ces enceintes, on va les trouver dans tous les foyers, ont une portée beaucoup plus générale que les simples applications verticales qui défraient la chronique, qui sont aujourd'hui illustrées et dont finalement, soit les gouvernements, soit les grandes entreprises, soit parfois le public se saisit pour se poser des questions que vous évoquiez tout à l'heure, de sécurité, d'éthique, sociétale, etc. Mais je pense que la recherche, finalement, sera plus guidée par la manière dont on répond à ces défis-là que par l'idée un peu philosophique ou un peu métaphysique de créer une entité intelligente, généraliste, autonome, etc. Je pense que ce stade-là, qui reflète plutôt les espoirs de la discipline à sa création, sont passés au second plan et qu'on a aujourd'hui une discipline qui n'est plus une discipline théorique, qui est une discipline d'ingénierie de l'intelligence artificielle qui consiste à appliquer, c'est de la recherche appliquée, à appliquer ces avancées théoriques dont on parlait, cette infrastructure qui est maintenant à la disposition pour un coût très faible, faire tourner un algorithme pour jouer au Go sur une machine virtuelle Amazon est beaucoup moins cher, à un prix ridicule, c'est moins cher que d'acheter un téléphone. Le coût d'entrée, les barrières à l'entrée ont été tellement réduites par cette généralisation de ces architectures qu'aujourd'hui tout le monde peut pratiquement, je caricature, tout le monde peut pratiquer, expérimenter avec de l'intelligence artificielle. Et donc en fait, ces progrès ou ces recherches seront guidés par les applications pratiques qui répondront bien ou mal aux quelques défis dont on parlait tout à l'heure, applications critiques, applications personnalisées, les systèmes de recommandation, jusqu'à quel niveau de personnalisation ou jusqu'à quel niveau de profilage doivent-ils aller pour vous fournir une recommandation optimale. Bon, toutes ces questions-là sont celles qui vont effectivement guider les prochains résultats, les prochaines recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, deux petits points pour conclure. Le premier, c'est la position de la France. Donc, on met toujours en avant la place de l'école mathématique française, mais enfin les poncifs, les grandes écoles, etc. Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là, assez brièvement? Alors, très brièvement, il y a un point positif quand même qui est qu'effectivement, si vous faites une étude relativement cursive des papiers qui sont publiés dans Recherche en intelligence artificielle actuelle, dans la version dont on parle aujourd'hui, beaucoup de Français publient des papiers de recherche avancés, et donc il y a vraiment un intérêt du monde de la recherche pour ces secteurs, et un véritable historique d'ailleurs de publications et d'avancées, parfois théoriques, parfois plus techniques ou d'ingénierie, qui existent. Le fait est qu'aujourd'hui, la plupart de ces chercheurs ou la plupart de ces talents sont déjà au travail pour les Facebook, les Google, dans les laboratoires, etc., où on peut voir ça
aussi du bon côté en disant voilà des gens qui vont transmettre un savoir et qui vont généraliser une connaissance et une orientation technique de la recherche qui est issue de leurs travaux lorsqu'ils étaient chercheurs ou ici en France. Après, il y a un deuxième, et je vais finir là-dessus sur l'aspect de la position de la France. Il y a aujourd'hui, pour reprendre un terme du livre d'Éric Sadin, la siliconisation du monde, il y a une espèce de contagion d'un mode de pensée ou d'une modélisation de l'innovation technique issue du modèle américain de la Silicon Valley, de la petite entreprise, la start-up qui développe une innovation qui permet ensuite une révolution dans un certain nombre de marchés et ensuite, par effet de contagion, se propage à l'ensemble de secteurs industriels et devient au final un Google ou un Amazon qui n'ont pas 10 ans d'existence et qui ont déjà des capitalisations et des nombres de clients qui sont supérieurs à tout ce qu'on a fait. Et là, il y a, pour l'Europe et pour la France en particulier et dans l'Europe, quand même un enjeu, mais qui est un enjeu politique cette fois, de ne pas rester muet sur le sujet. Malheureusement, on pourrait en discuter longtemps, force est de constater qu'à vouloir ne pas rester muet sur le sujet, on ne fait que répéter ce que les États-Unis, essentiellement les centres de recherche américains, nous disent. Et lorsqu'on regarde, par exemple, qu'on lit le dernier rapport de France Stratégie sur l'intelligence artificielle, le rapport du Sénat sur l'intelligence artificielle et les enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle, on trouve beaucoup de redites du rapport qui a été soumis à Barack Obama, la présidence d'Obama au début, en octobre 2016, si ma mémoire est bonne, sur les mêmes sujets. Donc on voit qu'on a une espèce de mimétisme là, qui est important parce qu'il faut évidemment montrer une position. On dit que le dernier rapport appelle à transformer la France en une terre d'accueil pour l'IA. Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur outil ou meilleur instrument de développement économique de ces secteurs et qu'on réponde ainsi aux enjeux qu'on a évoqués tout à l'heure de ces systèmes. Et pour conclure, donc un autre point sur l'irrationalité que génèrent un peu ces questions liées à l'intelligence artificielle. Bon, on fait référence à l'appel des 700, là, il y a quelques mois, donc il y avait Bill Gates dedans, il y avait Stephen Hawking. Comment on peut... Est-ce que l'idée c'est de dire finalement c'est un outil comme un autre et donc c'est l'usage qu'on fait de cet outil qui sera bon ou mauvais, ou est-ce que là avec l'intelligence artificielle on est sur une autre problématique? Alors, en deux mots évidemment, on pourrait y passer quelques heures. Alors le débat sur les enjeux sociétaux, éthiques, sécurité, sûreté de l'intelligence artificielle, d'abord c'est un vieux débat. C'est un vieux débat d'ailleurs qui hante, si j'ose dire, l'informatique depuis les débuts. Moi, je n'ai pas connu, mais j'ai lu les rapports nombreux à l'époque de M. Jacques Ellul ou de M. El Ghazi qui appelaient à la réaction contre l'automation à tout crin à l'époque où se développaient les premiers automates électrotechniques. Hein, donc on ne parle même pas d'intelligence artificielle, là, avec le souci du remplacement du chômage, remplacement des emplois non qualifiés par des espèces de robots électrotechniques, des machines qui à l'époque faisaient très peur. On parlait d'ailleurs à l'époque de cerveaux électroniques pour désigner des machines qui aujourd'hui apparaîtraient comme de petits montages électriques et électrotechniques avec relais, mais dont on se faisait une image grandiloquente à l'époque et on inspirait une espèce de terreur un peu panique. Ce qui est vrai, c'est que avec l'intelligence artificielle, on est d'autant plus dans cette problématique que ça touche aux images les plus enfouies de la représentation de ce que fait l'homme, de sa capacité à agir, de sa rationalité, de ses données. Mais force est de constater, là aussi, sans vouloir paraître très pessimiste, ou en tout cas Cassandre sur l'évolution de ces techniques, on est déjà, aujourd'hui, nous vivons, en tout cas pour ceux qui sont dans ce monde virtuel autour des applications Internet et des services, on est déjà dans un monde où la rationalité et l'engagement de l'action de l'homme dans ce monde est déjà intermédié par des dispositifs virtuels qui sont aujourd'hui de plus en plus construits sur la base de ces algorithmes d'IA. Mais il y a bien longtemps que les systèmes de recommandation existent déjà et vous font acheter, vous orientent
que ce soit pour Netflix, que ce soit chez Amazon ou chez d'autres sites de commerce électronique, oriente petit à petit, insidieusement ou pas, quelquefois c'est affiché, quelquefois ça ne l'est pas, vos actes d'achat, vos transactions, et quand il s'agit de biens culturels, petit à petit votre mode de vie. Quand on vous fait voir que des livres que le système a recommandés, est-ce que c'est vous qui choisissez ou est-ce que c'est une bulle qui est choisie pour vous? Et se développe une espèce de nouvelle, et on le voit bien avec l'épisode qui est à mon avis d'ailleurs précurseur de ce qui nous attend, l'épisode des fake news, où il y a une redéfinition de ce qui est rationnel et irrationnel. Et donc quand on dit les peurs irrationnelles aujourd'hui face à l'intelligence artificielle, je dirais qu'il faut prendre acte ou constater que, et ce n'est pas uniquement l'IA, c'est l'évolution du fonctionnement, de l'émission de l'informatique et des services informatiques, surtout aujourd'hui, compte tenu de ces systèmes, dans la vie, je dirais, de la vie courante. Et peut-être assistera-t-on, l'intelligence artificielle sera un outil pour les intérêts privés à développer ce qu'on pourrait appeler une industrie de la vie. On parle de l'industrie pharmaceutique, on parle de l'industrie sidérurgique, on parle de l'industrie automobile. Il peut y avoir une industrie de la vie où on fera l'engineering de l'environnement virtuel, animé, qui sera la réalité dans laquelle vous vivrez tous les jours au plus grand profit de soit certains intérêts privés, soit certains États. Et en Chine, la question est relativement ouverte. Si vous voyez, si on regarde en détail la manière dont sont gérées ces applications et ces accès Internet, la NSA de côté aux États-Unis. Donc on ne se prépare pas forcément à un avenir pavé de pétales de rose, mais ça n'est pas uniquement le fait des progrès de l'intelligence artificielle. Bien, on restera sur cette note peut-être un petit peu pessimiste. On a couvert pas mal de sujets, mais bien entendu, je crois qu'on aura certainement l'occasion de revenir dessus, parce que finalement, l'intelligence artificielle, même si elle existe depuis longtemps, ne fait que renaître, et on a encore beaucoup de choses à dire. En tout cas, Jean-Marie Chauvet, merci beaucoup. Merci beaucoup, Guy.